toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier Trend Live, nouveau format que nous lançons à l'occasion de la sortie de notre Trendbook 2023. L'objectif de cette émission est bien de revenir un peu plus en profondeur sur des sujets que nous évoquons dans notre édition papier et faire aussi le point sur des sujets d'actualité. Avant de vous présenter mes invités qui seront nos grands témoins au cours de cette émission, je tenais à remercier nos partenaires pour cette émission. Donc, en tout premier lieu, l'école de communication ISCPA qui nous accueille aujourd'hui dans son studio, Event Maker et WMH Project. À mes côtés, donc, deux invités qui vont m'accompagner tout au long de ce premier Trend Live, Bertrand Billard et Fabrice Laborde. Bienvenue et bonjour à tous les deux. Bonjour Laurence. Alors, Bertrand Billard, vous êtes le tout nouveau vice-président attractivité et engagement de WMH Project. On vous connaît également parce que vous avez animé et dirigé l'association L'événement durant 2 mandats presque, voire même 9 plus. Ans, donc, voilà, pas mal d'années. 2 ans. Pour rappel, l'événement qui est le syndicat qui regroupe les agences de communication événementielle. Fabrice Laborde, vous êtes le vice-président de l'Union des métiers de l'événement, donc Unimev, et vous êtes également DG du groupe Baigalis. Alors, bienvenue. Voilà. Vous pouvez nous dire 2 mots sur l'activité du groupe, de votre groupe ? L'activité du groupe professionnel Baigalis, c'est un groupe d'agences événementielles et de design de stand. Donc, c'est la première agence française qui a plusieurs panels, d'abord qui est un petit peu réparti géographiquement. Le gros du métier étant évidemment le design de stand. Le deuxième étant l'organisation d'événements autour des foires et salons. D'accord. Et le troisième étant tout ce qui est stand RSE itinérant à faible bilan carbone. Voilà, ça c'est une marque qui s'appelle Evolu et qui marche, qui fonctionne très très bien. Oui, j'imagine et j'espère qu'effectivement vous soyez... Ça fait 5-6 ans que nous sommes sollicités. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots aussi, Bertrand, sur WMH Project ? Alors, 2 mots, j'ai toujours du mal avec 2 mots, mais si j'ai 3, elle est 3, ouais. C'est l'agence qui a été créée en 2021. WMH ? Ouais. C'est une agence qui a 30 ans, mais qui la nouvelle entité, voilà. La nouvelle entité a été créée effectivement récemment, le nouveau nom, la nouvelle marque, autour d'une ambition qui est d'être sur la partie événementielle et de devenir sur tous les métiers de la communication relationnelle hors médias, un leader français et européen. Donc ça c'est simple. Aujourd'hui c'est leader français sur les métiers de l'événementiel et partant de ce postulat, de ces savoir-faire-là, on entend rayonner sur d'autres métiers qui sont les relations publiques, qui sont le design d'espace, qui sont la nouvelle façon de penser du tourisme responsable et solidaire, parce qu'on parlera certainement un jour dans les tendances live. Il n'y a pas que des gens qui sont opposés, il y a aussi des gens qui essaient d'inventer des choses positives. Donc voilà, ce positivisme, on l'a encapsulé dans un groupe qui se positionne comme leader avec une ambition économique et une très 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 grosse ambition sociale et sociétale. Ça, on en reparlera plus tard. D'accord. On en parlera aussi dans notre débat parce qu'effectivement, ça fait partie aussi des enjeux de la filière pour attirer les talents et en termes d'attractivité plus globalement. Voilà. Alors, notre émission va se structurer autour de 3 grandes parties. Je vous propose d'entamer tout de suite notre première séquence, une séquence intitulée « On en pense quoi ?» Donc, je vais vous poser à tous les deux 3 questions qui sont liées à l'actualité et auxquelles je vais vous demander nous apporter vos commentaires et votre éclairage. Donc, la première question que je voulais aborder avec vous, c'est le sujet, c'est plus particulièrement la campagne qu'a fait l'opérateur Enedis à l'occasion du Classico, c'est comme ça qu'on dit, je crois, au MPSG fin février. Le fournisseur d'électricité a communiqué pendant le match et en parallèle avec son agence auprès des médias sur une opération avec un hashtag qui était « Débranchons les événements ».
Je vous remets ça dans le contexte. L'opérateur a communiqué sur le fait qu'il ne fallait plus utiliser, enfin, il préconise qu'il ne fallait ne pas utiliser des groupes électrogènes qui fonctionnent au diesel à l'occasion de retransmissions sportives, de concerts, globalement de tous les événements d'entertainment. Et bien évidemment, préconise que chaque lieu ou chaque organisateur se connecte au réseau public. Voilà, donc petite opération de com pour l'opérateur qui communique aussi dans le contexte des JO dont il est partenaire. Je voulais avoir votre avis parce que c'est vrai qu'à cette occasion-là, j'ai un peu creusé le sujet et j'ai constaté qu'effectivement, eh bien, très très peu de lieux. J'ai contacté Enedis à date, il n'y aurait que Roland-Garros qui soit connecté au réseau public et que globalement les autres enceintes sportives ne le sont pas et sont en passe de le devenir pour les JO. Mais aussi beaucoup de professionnels ont réagi à un texte et l'édito que j'ai fait sur ce sujet pour dire oui, effectivement, on est quasiment dans l'obligation de se connecter auprès de groupes électrogènes pour sécuriser notre événement. Peut-être Fabrice, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, c'est quoi le sujet et pourquoi finalement le Enedis prend position aujourd'hui sur ce sujet-là? Merci. C'est quoi le sujet? D'abord, c'est peut-être un sujet de communication pour Enedis. Voilà, il faut avoir, je pense, un regard un peu posé sur cette information-là. Il y a deux sujets en réalité. Il y a l'événement et tout ce qu'on peut mettre en secours pour pouvoir tenir l'événement. Imaginez un plateau TV comme celui-là, en direct, nous le sommes, et effectivement ça coupe. Si on n'a pas un groupe électrogène, voilà, on rompt le lien. Imaginez ça pour les Jeux Olympiques, pour les grands événements, pour le mondial de rugby, et là vous avez une catastrophe. Donc, Enedis a tout à fait raison. Le diesel, quelque chose qui pollue. Il faut avoir un regard posé parce que c'est notre génération, c'est maintenant, c'est à partir d'aujourd'hui, enfin, ou depuis 10 ans, que l'on changera les choses et qu'on va changer tous ces engagements-là. Cela dit, l'événement, qui est d'abord un modèle économique, a besoin d'avoir de la sécurité, a besoin d'avoir du secours. Les groupes électrogènes permettent ça. Ça, c'est un premier point. Deuxième point que je me permettrai de dire et qui est important, et au travers de l'Unimev et au travers des lieux, de tous ces lieux qui sont adhérents de l'Unimev, Viparis évidemment en premier, il y a des efforts considérables et énormes de structuration et d'économie de l'énergie, de branchement sur le réseau d'Enedis, et aussi de panneaux photovoltaïques sur les toits. Enfin, il y a des engagements qui sont pris, et je vous invite à dire notamment ceux de Viparis, mais pas que, dans l'ensemble de la profession, pour effectivement être ultra décarbonisé sur l'électricité. Et enfin, troisième point, nous avons aussi, avec l'arrivée des grands événements et des Jeux Olympiques, et notamment et aussi du mondial du rugby, des besoins en puissance électrique supérieurs à ce que nous avons sur nos parcs, et qui vont disparaître, ces besoins, après les Jeux Olympiques. Donc, on a besoin comme ça, de façon un petit peu, non permanente, d'alimenter un petit peu plus de puissance. Et effectivement, aujourd'hui, on a les groupes. Alors, est-ce que c'est pas aussi le fruit d'habitude, effectivement, qui aujourd'hui, on peut, à l'occasion de la transition écologique et énergétique qui s'impose, se dire, effectivement, on a procédé comme ça pendant des années, mais aujourd'hui, on peut peut-être faire autrement. C'est ce que je disais, c'est générationnel. C'est notre génération qui est en train de changer les choses. Il faut avoir un regard posé, se donner un petit peu de temps pour changer les choses. Il faut aussi qu'Enedis puisse garantir ne jamais avoir de coupure. Et ça, j'en suis pas encore persuadé. Alors, il y a eu effectivement un petit sujet autour du Stade de France la semaine dernière. La communication est plutôt sympathique, mais enfin, il faudrait aussi qu'ils se regardent. Et effectivement, c'est là qu'on est en train de changer les choses. Ça fait quelques années qu'on est en train de se rendre compte de beaucoup de choses. Il nous faut peut-être quelques mois encore pour tout changer, mais on va trouver les solutions. Il nous faudra toujours une solution de secours. De toute manière, il nous faudra deux réseaux Internet, deux réseaux d'électricité, parce qu'effectivement, la défaillance technique dans notre métier n'est pas admissible. C'est comme si vous aviez commencé votre émission avec des micros qui ne fonctionnaient pas. Ça n'arrive jamais. Non, jamais. Bertrand, peut-être
une réaction plus solaire. Oui, il faut une réaction, je ne vais pas paraphraser l'excellent Fabrice Laborde dans son œuvre. Et je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire, c'est que par principe, il y a à un moment donné des évolutions de comportement, d'attitude, de préoccupation et de degré d'urgence. C'est normal, c'est aujourd'hui dans tous les secteurs de la vie économique, sociale, sociétale, on se pose la question de l'écologie autrement. Ça très bien. Donc là, à un moment donné, on se dit, il y a des territoires événementiels, permanents ou non permanents, qui sont équipés ou pas de la bonne façon. Bien sûr qu'il faut changer les choses, mais c'est pas nouveau. Et Fabrice le disait, il y a des raisons pour lesquelles ça continuera à être durable. On a toujours besoin de suppléments pour des lieux éphémères ou pour des lieux permanents. Et puis, c'est quelque chose qu'on vit déjà depuis de nombreuses années. Enedis, c'est pas un acteur qui est arrivé sur le marché hier matin. Donc, je pense que ce constat-là, ils l'ont fait avant. Moi, ça me pose plus question sur la communication. Pourquoi est-ce que Enedis a envie et ou besoin de communiquer à cette occasion-là, à quelques mois de première échéance qui est la Coupe du Monde de rugby et à quelques mois de celle des JO, sans doute pour communiquer avant que d'autres communiquent. D'ailleurs, Laurence, vous avez fait un petit lapsus au début de cette question en disant le hashtag était débranchons les événements. En fait, le hashtag est précisément branchons les événements. Mais aujourd'hui, on est plus dans le... non, je crois que c'était débranchons les événements de... Il y aura un replay, peu importe. Mais des groupes électrogènes. En tout cas, justement, la question, c'est bien celle-là, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont intérêt à systématiquement être ceux qui débranchent, ceux qui viennent pointer du doigt une industrie, une filière, des métiers. Alors, la nôtre est souvent pointée du doigt ces derniers temps. Plus le droit de faire de défilés de mode parce que c'est pas responsable, plus le droit de faire des choses. Donc, l'événementiel aujourd'hui, ça arrange un certain nombre d'activistes qui ont par ailleurs plein de bonnes raisons, mais ça les arrange de pouvoir attaquer certains savoir-faire, certaines professions. A raison sur beaucoup de choses. Il y a une démarche de progression et vertueuse et l'événementiel n'est pas en reste de cette progression depuis déjà 10 ans. Maintenant, ce constat-là, est-ce qu'il méritait une campagne de pub? Je ne sais pas. Et surtout, et je finirai par ça, est-ce que ça méritait une campagne de pub où, pour le coup, Enedis, qui par ailleurs est parfaitement responsable de tout ce qu'il engage et tout ce qu'il a comme mission, mais là, en gros, nous dit branchons nos événements. Et à quel moment soyons-nous responsables de ça? Pourquoi est-ce que systématiquement on va aller chercher le public en responsabilité? À quel moment les spectateurs ou les supporters d'un match ou d'un événement ou d'un concert sont responsables du fait d'un truc qu'ils ignoraient, qui est que les stades sont pas raccordés au réseau général? Donc attention aussi à ce que la communication ne soit pas une communication où on dédouane, où on reporte la responsabilité, où d'un seul coup, Enedis serait quelqu'un qui, avant qu'on lui fasse du bashing, parce que c'est ça qui serait arrivé dans les prochaines semaines, quelqu'un aurait fait un syndrome Qatar bis en disant ils sont pas exemplaires, ils sont pas responsables. Alors ils ont tué personne en ne raccordant pas un stade, mais quand même ils auraient été attaqués, donc ils anticipent avec une communication à l'avance en disant grande solidarité, on en appelle au plug de tous les stades du monde, ou de France en tout cas. Oui, mais... Attention, je trouve que ce genre de com, on en met assez sur les Français aujourd'hui. Je peux faire de la politique, mais on met assez l'accent sur notre responsabilité collective, peut-être pas sur le branchement des stades. D'autant que, alors effectivement, c'est bien branchons les événements, mais si je vous entends et qu'on se projette au JO, tous les lieux qui vont recevoir des compétitions seront raccordés au réseau Enedis. En tout cas, c'est ce qu'on m'a confirmé chez Enedis. Mais on aura quand même des groupes électrogènes, on est d'accord. Bien obligé d'avoir des personne ne prendra le risque de ne pas avoir de groupes électrogènes. Sachant que, alors là pour le coup, je suis pas énergéticien ni un spécialiste de l'électricité en groupe, mais il me semble qu'il y a, et je crois même qu'Enedis en avait lancé un il y a quelques temps, avec Schneider Electric, un groupe électrogène à l'hydrogène. Il y en a, je crois, aussi en solaire. Enfin, il y a d'autres types de groupes. Enfin, aujourd'hui, quand on dit groupe, on pense à du vieux gasoil tout pourri, par même du charbon qu'on pourrait alimenter dans une soute. Alors, on a moyen de pouvoir dire qu'on met de l'énergie ponctuelle et mobile par d'autres biais. Alors je connais pas les prix, je sais pas comment ça fonctionne, mais on aboutira forcément à ça. Quand il y aura des besoins ponctuels, on aura des solutions ponctuelles qui seront plus vertueuses que les solutions actuelles. Il faut que tout ça prenne son temps, et les grands événements, plutôt qu'être des moments pour attaquer et pour critiquer, doivent être des moments pour anticiper des réactions et les accélérer. Moi, c'est ce positivisme là que j'aimerais qu'on ait, plutôt que... C'est vrai qu'il y a eu un défilé de mode, Bureau Beta qui était à l'œuvre, comme très souvent d'ailleurs. Je crois que c'était le défilé de mode de Yves Saint Laurent qui a eu une neutralité en tout cas d'un point de vue énergie, avec effectivement des solutions alternatives et qui étaient tout à fait compatible avec ce qu'on peut attendre de ce type d'événement, en tout cas à l'avenir. Mais effectivement, il y a encore un travail à faire et des pratiques à accélérer. On ne se rend pas compte, je crois, du travail de cette génération, la nôtre et celle qui arrive, et de retournement
pour faire des... Alors évidemment, les efforts que l'on fait sont jamais assez importants, mais enfin on fait quand même un travail remarquable pour les générations à venir, et en quelques années, on va aller très vite. Ça nous amène justement à notre deuxième sujet. Donc on en pense quoi de la révision de la norme ISO 20121 ? Donc, cette norme qui avait été créée à l'occasion des JO de Londres 2012, donc, qui est aujourd'hui de nouveau sortie des cartons. Bon, alors ça, c'est le rythme aussi classique de retravail des normes et de certification. Donc, à l'occasion des JO, on replanche sur cette norme qui, vous allez nous rappeler peut-être Fabrice, a pour objectif de certifier tous les process managériaux et internes de production des acteurs de l'événementiel. Exactement, c'est la norme 20121 voilà. Qui a été faite à l'occasion des JO 2012, puis on arrive aujourd'hui 10 ans après au JO 2024, qui a besoin d'être révisée comme toute norme tous les 10 ans, ça n'a rien d'exceptionnel, et qui le sera, qui sera amélioré, qui sera harmonisé, enfin on peut en parler, il y a 4 piliers qui vont construire autour de ça, mais qui vont l'être de façon coécrite avec les Anglais. Oui. Voilà, et aujourd'hui c'est un membre de l'UNIMEV qui va présider à cette norme qui va être présentée. Et très bien. Sur deux sujets finalement. Un, le problème d'accompagner l'ensemble des organisateurs sur une modification de leur façon de faire. On vient de parler d'Enedis, mais c'est l'ensemble des organisateurs, de renforcer cette légitimité de cette norme. Parce que c'est important qu'elle devienne la norme mondiale, voilà, et de rendre cette norme aussi plus accessible, non pas aux grands groupes, non pas aux grandes sociétés, non pas aux grands événements, mais à tous les événements. Donc il faut la rendre plus ça n'était pas, parce qu'il y a quand même beaucoup d'opérateurs français qui sont... Une norme ISO, c'est une norme ISO. Alors c'est une des normes qui peut-être qui est les plus faciles parce que dans sa construction, elle a été spécifique à l'événementiel et donc elle est un petit peu souple parce qu'on se donne des engagements par rapport à la fois d'avant, par rapport à une norme qui est très structurelle, une autre norme ISO. Donc celle-là, c'est j'ai fait ceci et la fois d'après, je ferai cela en mieux. Donc chacun se pose ses propres engagements, mais il faut elle reste quand même assez lourde, ça reste une norme ISO, et il faut absolument la rendre accessible aux entreprises de 2 personnes, de 1 personne, de 3 personnes, comme au groupe de 300 personnes. Et enfin, et je pense que ça, c'est un sujet mondial, il faut l'harmoniser de façon mondiale. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu comme la culture biologique, il faut que ça soit la même norme au Brésil, en France, en Europe, aux États-Unis, qu'on ait le même bio partout, oui, qu'on ait un référentiel. Un référentiel. Et ça, ce sont vraiment des enjeux. Et puis, ensuite, on va parler d'hybridation. Les Coréens travaillent sur cette norme pour pouvoir avoir une norme 221 aussi sur les événements hybrides, parce qu'on sait aujourd'hui, on mesure aujourd'hui que le numérique est aussi un consommateur carbone. Voilà, et on va se rendre compte demain qu'il est peut-être plus que le diesel lui-même, et voilà, de façon très claire. Et là-dessus, il faut aussi que l'on travaille avec cette norme. Donc voilà, il y a un chantier qui vient de s'ouvrir, qu'on va coécrire avec les Anglais. C'est plutôt assez sympathique. Et je pense que c'est bien que l'on mène cette commission. Bertrand, le groupe WMH est exemplaire. Certifié ISO 20121. On est certifié, on est dans les premières entreprises à l'avoir été au sein de l'association. Je crois que Galis aussi. Donc, il y a quelques entreprises qui ont pris le pas, mais peu importe. Là, afficher je suis premier ou le deuxième, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est la démarche. Comme disait Fabrice, ce qui compte, c'est que c'est une tendance de fond qui va très vite en France. On parlait d'international et le besoin que ça soit normé partout. En tout cas, en France, on a été très vite. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Nos collaborateurs, et ça c'est l'intérêt de la norme ISO, c'est une norme de management responsable. Donc c'est une norme qui mesure du progrès, effectivement, d'une année sur l'autre, et c'est une norme qui nécessite qu'on embarque beaucoup de gens dans l'entreprise. On ne peut pas s'arrêter à un monsieur expert de la norme, et puis rien ne se passe en dehors de lui. Non, forcément, ça embarque toutes les équipes, toutes les composantes, tous les métiers, la relation entre le donneur d'ordre et ses sous-traitants, donc notre client et nous et nos prestataires. Donc c'est quelque chose qui a une tendance de vertueux dans le temps. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est on construit pas à Paris en un jour.
jours, on reconstruit pas même la cathédrale Notre-Dame en 24 heures, mais on peut le faire en peu de temps. Donc il faut engager des chantiers, de l'innovation, de la recherche, c'est fait. N'oublions pas aussi que cette norme ISO, certes, elle a été datée, mais si elle revient particulièrement là, dans un besoin urgent de révision, certes, c'est parce que ça fait 10 ans, mais c'est aussi parce qu'il y a eu le Qatar, et que le Qatar, là, pareil, dans cette série spécialité mondiale qui est on bâche et on attaque, et je ne veux pas revenir sur le fond du débat. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas regardé la Coupe du Monde de rugby. Sans doute, ça ne sert à rien. Football. Et mon acte de révolution, oui, non, parce que le rugby, je regarderai. Ouais. Mais cette Coupe du Monde au Qatar, je ne l'ai pas regardée. C'était globalement un acte citoyen qui ne concerne que moi, mais il n'était pas lié au fait qu'ils ont été certifiés ISO 20021. Ils ont cette norme, ils l'ont fait. J'ai lu il y a quelques jours le Sustainability Report et la FIFA et Qatar 22. C'est impressionnant ce qu'ils ont mis comme outil d'analyse de leur sustainability. Donc, ça ne portait pas sur les infrastructures. Donc, c'est vrai que déjà... Et c'est aussi, c'est le dernier point que je voulais souligner, Laurence, c'est il y a un aspect ISO qui concerne la partie écologique, environnementale, et il y a un aspect ISO qui concerne la partie sociale. C'est d'ailleurs sur ce chantier-là majoritairement qu'ils ont été attaqués, avec ces ouvriers qui sont morts, on ne sait pas très bien, sur les chantiers, et sur la partie environnementale avec ces fameuses climatisations de stades à ciel ouvert en plein désert. Bon, ça c'est plus du domaine du scandale, de fait que des gens meurent en travaillant, c'est juste, les droits de l'homme c'est insupportable, c'est pas un problème de certification ISO, c'est un problème juste que des gens ne doivent pas mourir en travaillant, ça ne doit pas exister. Et pour ce qui est du fait de mettre de la clim au milieu du désert, c'est un problème juste de bon sens et de droit commun. Donc les questions sont des questions qui sont des questions de bon sens à l'aune d'un regard qui doit être politique. La vraie question, c'est est-ce que des grandes associations internationales, sportives en l'occurrence, mais qui peuvent être dans d'autres domaines, peuvent continuer durablement à faire parler économie avant de faire parler engagements sociaux et écologiques. Ça, c'est une vraie question et c'est un vrai débat de société. On peut se battre là-dessus. Aller dire que la norme ISO ne sert à rien ou devrait être réformée juste dans l'urgence parce qu'à un moment donné, il y a un opérateur qui l'aurait. Effectivement, comme disait Fabrice, il y a des entreprises qui doivent de plus en plus aller tendre vers et qui sont une ou deux personnes. On peut bien imaginer que l'ensemble des process qu'ils vont mettre en place seront moins sophistiqués que dans une entreprise de 50 personnes ou 60 personnes comme Galis, de 300 personnes comme WMH. Enfin, plus la taille de l'entreprise et la flottabilité de l'entreprise est importante, plus les engagements doivent être précisés, structurants, et pour autant, il est absolument inconcevable de penser que ça ne s'adresserait qu'à des grands groupes structurés. Il faut que tout le monde puisse embarquer dans cette norme pour qu'elle aille vers du mieux ensemble. Et donc la norme, elle sert juste à être ça, c'est-à-dire à être des repères de temps, dans le temps et dans l'espace, pour pouvoir dire aujourd'hui, en 2022, en 2023, en 2024, quand elle verra sa nouvelle édition, je crois qu'elle avait été revue en 2019 déjà, elle reprendra une nouvelle génération qui durera sans doute le temps d'une génération maintenant, c'est-à-dire plus beaucoup d'années, et elle sera repensée après, et tant mieux. Oui. Juste, soyons agiles et soyons capables de pouvoir la respecter. Elle se cale sur le GIEC, elle se cale sur des nouveaux événements qui n'existaient pas en 2012. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est plutôt une nouvelle qui ne doit pas être prise sur le ton de il y a les bons et les mauvais. Non, il y a ceux qui avancent, et c'est ça qu'il faut faire. Très bien. On passe à notre troisième et dernière question, qui est en lien, parce qu'on va parler des JO, effectivement, qui sont engagés dans ce process de normes et de certification. Donc, la question porte sur les JO boosters de business. C'est que de l'avis de l'ensemble de la profession, on est sur un trend qui va être dense jusqu'à fin 2024, en gros. Porté par les JO, parce qu'on sait qu'effectivement les sponsors, les partenaires de l'événement vont prendre la parole et en tant qu'effectivement supporters de l'événement monde. Dans quelle mesure aussi ça va générer du business plus largement pour l'ensemble de l'écosystème? Comment et déjà d'ores et déjà ça se matérialise comment? Dès à présent, peut-être que Bertrand veut commencer sur le sujet de l'événementiel avec les JO. Je rebondirai sur le business en général des grands événements. Oui, puis il y a le business de la France, et puis il y a le business de l'Europe. Enfin, il y a plein de mots derrière cette notion de business. Faut, je pense, d'abord se rappeler de qu'est-ce que c'est que des Jeux Olympiques. C'est une série de manifestations sportives qui ont pour but de montrer de la performance d'athlètes à des gens qui sont impressionnés par cette performance et qui voient ça comme un loisir ou une contribution à une activité culturelle et réjouissante. C'est ça, avant tout, un grand événement sportif. C'est un moment de partage, d'émotion, d'intensité. Et
comme pour tout, pour pouvoir faire des choses récréatives, intéressantes, divertissantes ou enthousiasmantes, il vaut mieux avoir un tout petit peu d'argent pour pouvoir le sécuriser. Et donc, comme pour tout investissement, mais quel que soit le secteur, il y a à un moment donné être capable de pouvoir se dire qu'il est rentable, c'est-à-dire que on va être capable de pouvoir assumer le budget qu'on a fait pour réaliser ce qu'on a dit qu'on ferait, puis qu'après il pourrait être un petit peu profitable, et ça c'est voir si derrière effectivement en économie directe ou indirecte des gens peuvent en bénéficier plus largement qu'à l'échéance de l'événement et de sa tenue, et puis plus globalement, et ça c'est un mot assez récent et qui me semble assez intéressant, il y a ce fameux concept d'héritage, qui est un mot à la mode, aujourd'hui on ne fait plus rien sans parler d'héritage, il n'y a que dans le domaine de la relation patrimoniale individuelle où l'héritage continue à être un mot qui est regardé par les inspecteurs des impôts avant d'être regardé par enthousiasme et par souci de transmission, mais quand même, c'est un mot qui devient très intéressant. Donc cet héritage-là, c'est qu'est-ce que ces événements, puisqu'en fait on parle de rugby, mais c'est aussi de JO, mais c'est aussi la Coupe du Monde de rugby qui est dans la même tendance, on l'oublie souvent, mais en 23, il se passe un truc qui est important. Et les JO vont servir aussi de l'expérience rugby, donc, parce que tout n'est pas encore totalement bouclé, donc ils vont aussi se servir de cette attractivité-là. Il ne faut pas louper le premier pour bien réussir le second. Donc ce business-là, c'est bien celui-là. C'est d'abord faire ce qu'on a dit, et aujourd'hui, c'est un business d'infrastructure avant tout. Il y a bien sûr de la préparation d'événements qui a déjà commencé depuis longtemps, mais c'est est-ce que nos routes, nos déplacements, nos transports seront prêts? Est-ce que nos infrastructures seront prêtes? Est-ce que nos rues seront propres? Est-ce que notre pays sera prêt à recevoir cette Coupe du Monde? Et ça, c'est un business à part entière qui est déjà engagé, et c'est déjà des milliards qui sont engagés. Bien sûr. Et ça, globalement, on peut dire que ça a boosté, puisque forcément, il y a des travaux qui ont été faits et qui n'auraient pas été faits, ou qui ont été devancés et qui seraient venus plus tard. Donc ça, en soi... Mais aujourd'hui, si on interroge les Français, et d'ailleurs les sondages le disent, il y a que 30% des Français qui disent qu'on sera prêt. Et voilà, c'est notre sujet de Français qui aiment bien se battre la coupe. On sera prêt parce qu'on sait faire, ça c'est clair. Mais plus spécifiquement sur le secteur de l'événementiel, qu'est-ce que ça va... c'est quoi le flux de génération de business qu'on imagine? C'est dans tous les opérateurs aujourd'hui de la filière au sens large. Donc c'est une filière, on va prendre la filière qu'on a dessinée pendant cette période de Covid, qui a été une période redoutable, mais qui nous a permis, nous, filière élargie, de se repenser un peu différemment. Donc c'est une filière qui peut commencer par tourisme, hôtellerie, restauration, événementiel. Donc cette espèce de grande filière qui a été aidée par l'État, elle a été aidée par l'État en grande partie pour ça, pour pouvoir être au rendez-vous de ces grands rendez-vous. Ça fait partie des éléments d'analyse qui ont été pris en compte par les pouvoirs publics dans cet accompagnement absolument incroyable qui a eu lieu. Donc c'était à un moment donné, on a été soutenu pour pouvoir rebooster ce business qui, par ailleurs, est un business qui va rejaillir sur l'ensemble d'une économie et du rayonnement d'un pays. Mais donc oui, bien sûr que là, aujourd'hui, le chiffre d'affaires global de la filière va être considérablement élargi, que bien sûr, ça a un impact terrible sur l'économie, mais aussi sur le social, puisqu'il y a des problèmes de pénurie. Là aussi, post-Covid, je crois que c'est un sujet qu'on abordera un peu plus tard, mais il y a une vraie corrélation entre emploi nécessaire, ponctuellement, définitivement, et offre aujourd'hui post-Covid. Et donc ce business-là, il est aussi à l'aune de cette espèce d'enthousiasme. Par ailleurs, il s'avère qu'on est en situation de reprise de nos activités indépendamment des JO, et qui fait qu'aujourd'hui, l'année 2020, fin 2022 et 23, et sans doute jusqu'à 24 au moins, il y a un business as usual qui n'est pas as usual parce qu'il est déjà, lui, en inflation. Donc tout ça fait que, et puis ce mot inflation qui fait qu'on le fait dans des conditions financières qui ne sont pas forcément super sexy. Donc tout ça fait que ce business-là, il est dingue. Il est très énergétique, mais il est un petit peu compliqué financièrement. Donc, je sais plus, on disait, je crois, pour pas parodier les foires et salons, mais je crois que c'est à la fin de la foire qu'on compte les blouses, l'expression. C'est exactement ça. Bon, l'économie, oui, bien sûr, elle est enthousiaste, le secteur est enthousiaste. Qu'est-ce qui finalement restera? C'est là qu'on parlera de l'héritage. Qu'est-ce qui restera à distribuer? Comment ce marché continuera à pouvoir consolider? Il y a tous ceux qui seront pas sur ces grands événements, parce que il y a des appels d'offres, il y en a beaucoup, mais toutes les entreprises n'y seront pas directement. Indirectement, on verra, les métiers seront redistribués. Donc, pour ça, le business, on l'évaluera en 24 et en 25. C'est surtout ça, moi, que j'alerte. C'est cette filière aura montré, parce que je suis sûr qu'on va y arriver. Il y a plein de questions. J'aimerais savoir comment se passera cette cérémonie d'ouverture, et je suis sûr qu'en fait, on fera quelque chose de formidable. Et j'espère qu'il y aura enfin une mobilisation enthousiaste pour aller au-delà de quelques entreprises qui travaillent dessus, mais que la France sera capable de ce grand rendez-vous.
j'espère juste qu'après, on sera capable de pouvoir servir la promesse de continuer à avoir une filière rayonnante, qui se déploie, qui soit dynamique. Et quand je dis j'espère, je suis convaincu qu'on fera tout pour. En tout cas. Et il me reste donc 3 secondes pour conclure. Exactement, voire moins 10 minutes. Non, mais c'était intéressant d'avoir cette loupe sur les JO et sur le mondial du rugby pour pouvoir rebondir finalement sur le fait que les grands événements et les événements en règle générale sont un booster de l'économie formidable. Il faut savoir quand même qu'en temps normal, c'est en dehors des JO et en dehors du rugby, une chambre sur 2 est remplie par les grands événements ou par les événements, par les foires et salons, par les événements d'entreprise. C'est quand même énorme, c'est formidable. On le répète pas assez. Alors, un grand événement, ça pulse encore davantage. Mais vous avez des congrès internationaux, vous avez des réunions d'entreprises mondiales, vous avez les foires et salons, bien sûr, les grands salons internationaux qui emmènent des gens du monde entier et qui remplissent les chambres et les taxis. Et évidemment que depuis les foires de champagne et depuis que les soirées de Lully, le monde entier vibre et vit au prix de l'événement, aux deux sens du terme de l'événement. Alors oui, les grands événements comme les JO vont booster notre profession. Notre profession est déjà boostée avec tous les problèmes d'inflation qu'on a, inflation de travail et inflation de prix, tu l'as très bien dit, et c'est tellement juste. Mais en règle générale, après les JO, nous continuerons à être des fervents défenseurs de la balance commerciale, à faire venir des devises en France, parce qu'en fait, finalement, en termes d'économie, il n'y a que ça qui... Très bien. Merci messieurs. Vous restez avec nous. On continue avec notre deuxième séquence et on passe à l'invité tendance. Fabrice, bonjour Laurent. Ravi de savoir que tu incarnes la tendance, nous pas du tout, mais on va rester pour découvrir ce qu'est la tendance. Alors John, vous êtes Head of Marketing et Engagement d'EventMaker. EventMaker, vous nous rappelez brièvement quelle est la spécificité de cette entreprise ? Alors aujourd'hui, EventMaker, c'est le deuxième endroit qui vous accueille, audience, puisqu'on est ici chez l'ISCPA, mais vous êtes aussi sur une plateforme, donc vous utilisez EventMaker. C'est donc un produit qui permet de gérer tous les process avant, pendant, après chaque événement, et c'est des services d'accompagnement. D'accord, voilà. Parfait. Alors, j'ai 3 questions pour vous, spécifiquement pour vous, mais tous les deux, vous avez le droit évidemment de réagir. Même moi. Vous avez le droit d'être dans la tendance. Voilà. Alors, plutôt effectivement à la fin de ce point qu'on va faire sur la tendance tech au global, où il se passe quand même pas mal de choses. On refait pas l'histoire du Covid et autres, mais on sait qu'effectivement, on a beaucoup avancé sur ces sujets-là. On parle beaucoup d'engagement. Comment on arrive à alimenter cet engagement et peut-être plus comment on s'inscrit dans un engagement qui est à la fois mesurable et qui peut être monitoré sur le long terme et qu'on soit plus dans des logiques de one shot. Justement, comment cette tendance-là, qui est aussi héroïste, elle s'inscrit maintenant dans les demandes des donneurs d'ordre. Comment vous le voyez et quel est le constat que vous faites aujourd'hui ? Alors nous, chez EventMaker, déjà, on a une vision assez élargie de ce que font les grands organisateurs d'événements, puisque sur une année, c'est à peu près 2300 événements. Donc quand je dis 2300 événements, ça peut être... un salon Who's Next pour lequel j'officiais, donc c'est déjà des gros événements, parce que c'est sur plusieurs jours, c'est 50 000 personnes, c'est 2000 exposants, et puis ça peut être la réunion corporate d'un client, L'Oréal, Total, LVMH, qui réunit des managers, des collaborateurs, etc. Donc on a une vision qui est à la fois orientée meeting and incentive, une autre qui est plus orientée Conferences and Exhibition, on parle de MICE, du marché du MICE, et ce qu'on perçoit sur ces deux marchés, c'est cette notion effectivement très forte d'engagement, puisque avant on était focus, comme tous les organisateurs d'événements, sur l'avant mon événement, le pendant événement, mais l'après était quand même assez peu traité, c'est-à-dire que j'envoie un mail de remerciement et puis si je suis organisateur de salon, mes priorités c'est d'envoyer mon contrat de rebooking et puis de dire merci à la prochaine édition en annonçant le plus possible ces dates, mais ça se limitait à ça. Je dirais que ce qu'on observe de plus en plus et c'est ce qu'on accompagne, c'est cette vision qui dépasse le one shot, c'est-à-dire que même un événement récurrent, au lieu de concentrer dessous de son énergie
sur cette fameuse intensité, parce qu'on le disait, c'est quand même la base de notre métier. On est là pour créer, accompagner une intensité, que ce soit les JO ou autre chose. Mais pour autant, il ne faut pas penser toute l'organisation de son événement uniquement dans cette intensité. Donc il faut être dans l'anticipation, avant, pendant, après. Et après, comment on peut le faire ? On le fait de plus en plus via la tech, via la techno et via la data. Donc les fameuses données qu'on essaye de collecter le plus possible, de centraliser, et puis ensuite il faut les analyser, ces données, il faut les comprendre, et puis il faut savoir à quoi ça peut servir pour les organisateurs et pour le coup d'après. Alors, nous, on a, tu parlais des ROI, donc le ROI, effectivement, c'est le cas pour une part de nos organisateurs. Quand je suis, je sais pas moi, Optique 2000 et que je dois animer mon réseau, donc là, je suis dans une dimension très commerciale, puisque j'ai des opticiens avec des boutiques Optique 2000 partout en France. Je dois animer, donc je suis assez focus sur, effectivement, le ROI, puisque la manière dont je vais engager mes participants va avoir un impact direct sur les chiffres d'affaires réalisés dans mes boutiques. Pour autant, l'engagement, il n'est pas uniquement ROiste, il peut être aussi de nature RH. Donc, je suis sur l'engagement collaborateur. Je dois faire en sorte que mes collaborateurs dans le monde entier ou dans mes filiales puissent suivre, puissent être alignés, puissent recevoir le bon discours des dirigeants, des managers, etc. Et donc, mon focus n'est pas forcément sur le ROI d'une réunion, mais de faire en sorte que les collaborateurs, là, sont engagés et sont pas engagés que pendant l'événement, mais sont engagés dans la durée. Donc ça, c'est assez nouveau quand même sur la manière dont on doit faire évoluer les choses pour tous les prestataires dits d'Event Tech, mais aussi dans la vision qu'ont les organisateurs de créer leurs événements. On est moins sur du one-shot. On est sur du monitoring. Ça m'amène à ma deuxième question. C'était être plus dans une vision. On arrive à... Parce que justement, vous avez évoqué ce sujet d'événementialisation des RH, par exemple, où on va réfléchir d'un point de vue... sur du long terme, au moins du moyen terme, et on a moyen de monitorer, du coup. Nous, finalement, on a développé et on observe les bonnes pratiques des uns et des autres pour les apporter là où ça se faisait pas. Donc, effectivement, les personnes des RH, depuis toujours, les RH, c'est sur le long terme. On développe, on recrute des nouveaux collaborateurs. On dit maintenant qu'on les onboard. Maintenant, ensuite, on fait en sorte qu'ils se développent, qu'ils s'épanouissent, qu'ils progressent dans les différentes structures managériales. Donc on est dans le long terme depuis longtemps. Donc ces informations-là, on les a parce qu'on a des rendez-vous réguliers, que ce soit en groupe ou individuel, pour avoir ces informations pour donner une mesure de l'engagement. Cela dit, l'engagement, il peut être sur un événement comme celui-ci déjà mesuré par je me connecte combien de fois, je vais être connecté combien de temps, est-ce que je vais regarder le replay, s'il y a différentes thématiques, je vais pouvoir analyser qui s'est intéressé à telle ou telle thématique, et je vais avoir la possibilité du coup de scorer du coup un sujet par rapport à ce qui a été vécu. Et ça, c'est peut-être nouveau en fait dans nos métiers, c'est qu'on va venir confronter l'information dite déclarative avec l'information dite comportementale. Le déclaratif, c'est je vais sur le site internet et je dis je veux participer à tel événement qui parlera d'emploi. Donc ça, c'est ce que la personne déclare. Le comportemental, c'est j'ai passé 5 minutes sur la partie emploi et en vérité, j'ai passé 25 minutes sur la partie data. Et donc, je vais essayer d'être beaucoup plus précis sur les sujets qui engagent et la manière dont je vais pouvoir engager les personnes. Et c'est pas de l'audience. On est vraiment people first. On est vraiment orienté sur comment je vais engager la personne sur le long terme. Donc ces données-là, elles sont vraies sur un événement virtuel, digital. Elles sont aussi là sur un événement physique. Sur un événement physique, on peut capter énormément d'informations. Sur un salon, typiquement, je suis bipé à l'entrée de la porte A à la porte de Versailles. Mais après, j'ai un parcours. Si je suis VIP et que je passe à la porte de l'espace VIP, on va me rebiper. Donc je vais voir
savoir effectivement si j'y suis allé, combien de temps j'y suis resté, si j'y suis allé plusieurs fois, etc., etc. Et donc, il va falloir compiler toutes ces informations-là sur différents événements pour comprendre véritablement la motivation et puis développer l'engagement du participant au-delà de tel événement, mais sur plusieurs événements. Donc ça, c'est vraiment une tendance de fond, quoi. Ça m'amène à ma troisième question qui porte sur le sujet tendance actuellement. L'IA, on a beaucoup parlé de ChatGPT notamment, c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais typiquement, je reprends l'exemple de votre déambulation dans le salon et vous allez arriver à l'espace VIP. On sait que il y aura sans doute de la reconnaissance faciale au JO Paris 2024 pour des questions de sécurisation des sites, pour la gestion des flux et autres. Peut-être que demain, effectivement, cette connaissance comportementale se fera grâce au développement de l'intelligence artificielle. Vous en pensez quoi de ce sujet-là? Évidemment, l'intelligence artificielle appliquée à notre secteur de l'événementiel. Alors, la semaine dernière, il y avait South by Southwest à Austin. C'était un gros sujet. Un gros sujet de l'intelligence artificielle, puisque concrètement, l'intelligence artificielle rentre partout. Elle rentre dans l'industrie, elle rentre dans le contenu, elle rentre dans les médias, elle rentre, comme tu le disais, sur la manière dont on va identifier le mouvement des foules, comment on va pouvoir y répondre. Pour nous, dans l'événementiel, il y a eu un rapprochement quand même assez fort, une convergence du métier du média avec le métier de l'événementiel. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est à la fois un événement, parce qu'on est bien là présent et on vit ça en live, et pour autant on est en train de créer un contenu. Ce contenu il va être disponible en replay. Donc on réfléchit différemment quand on est des personnes de l'événementiel, puisqu'on réfléchit comme des gens des médias, et puis les personnes qui sont issues du média réfléchissent plus comme des gens de l'événementiel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà le ChatGPT qui est vraiment lié à la notion de le contenu, on est obligé de l'intégrer, puisque demain on crée du contenu quand on fait de l'événementiel. Donc, comment on va réussir à utiliser à bon escient ChatGPT, par exemple, pour faire des résumés sur des thématiques, pour donner envie, pour faire des petites publicités qui vont résumer cette émission-là et diffuser les informations de manière plus automatisé, plus large, dans les bons réseaux. C'est déjà un sujet, et ça va être un sujet très important. Après, la technologie d'intelligence artificielle appliquée à la caméra, ça existe déjà depuis très très longtemps. On a des villes qui sont sécurisées grâce à des caméras d'intelligence artificielle. Le sujet, c'est le sujet de l'anonymisation et le sujet de la gouvernance de la data. Ce qu'on veut pas, c'est rentrer dans ce qu'on connaît de notre littérature, c'est la surveillance avec l'impression qu'on pourrait surveiller une personne et que tout le monde est surveillé. C'est pas George Orwell. Non, ce qu'on veut, c'est l'utilisation de la technologie pour anticiper des mouvements, mieux réagir. Pour autant, ça reste anonymisé. Je vais regarder sur un stade, sur un ensemble de centaines de personnes, s'il y a effectivement un élément, un comportement qui provoquerait quelque chose, et moi je dois l'anticiper pour faire en sorte qu'il y ait la bonne mobilisation des ressources au bon moment. Pour autant, on dit que c'est une personne qui provoque un mouvement de foule, on ne dit pas c'est Laurence Rousseau ou John Liefeld. On est là juste fera confiance. Alors, il y a un vrai sujet de data. Et autres pour gérer effectivement la moi, je pense qu'aujourd'hui, on a été assez pionniers, assez forts sur tous ces sujets de gouvernance de data avec le RGPD notamment. On va continuer à être pionniers là-dessus. Il y a plein de sujets technologiques qui sont liés au Web3, à l'intelligence artificielle. On a des spécialistes là-dessus, on a de la chance. Je dirais la plus grande difficulté, c'est d'avoir un rattrapage des politiques, parce que c'est quand même eux qui doivent voter ces nouveaux règlements, etc. Et donc, ça veut dire qu'ils doivent être acculturés sur des sujets qui bougent beaucoup, qui sont parfois très complexes, pour ensuite organiser la société pour qu'elle continue à bien fonctionner. Donc, c'est un grand débat. Voilà. Ok, merci John. Chers messieurs, je vous propose qu'on passe à notre troisième séquence, parce que le temps passe. Bienvenue
bienvenue Marie. Bonjour Marie, Voilà, ça c'est ravi. facile. C'est bien, hein. C'est facile, ça. Bonjour messieurs. Voilà, ravie d'avoir Je ne sais pas. C'est vrai. Je ne sais une pas. Et femme. bonjour, Laurence. Voilà, bonjour Marie, une femme qui nous rejoint, youpi. On va parler donc pour cette dernière séquence d'emploi et d'attractivité dans le secteur événementiel, qui est le gros sujet de notre Trendbook, un dossier central avec beaucoup d'interviews, d'analyses que vous découvrirez donc dès que vous l'aurez commandé ou reçu. Marie, je vais vous donner la parole puisque vous venez de nous rejoindre et que vous êtes, rappelons-le, directrice générale associée de Lobster Communication. Lobster Communication, rapidement, vous nous précisez ce que vous faites de beau. Avec plaisir, Laurence. Alors, Lobster est un groupe qui a plusieurs expertises et en l'occurrence, effectivement, moi, j'incarne la filière des métiers de la communication au sens large. Donc aujourd'hui, on est le cabinet leader qui accompagne les experts de la com au global. Donc ça implique effectivement les métiers de la filière événementielle, mais ça implique aussi le digital, la création de stands, la communication interne, externe. C'est vraiment au sens agence, partenaire, prestataire et annonceur. Et donc, ça fait 8 ans qu'on est expert et spécialiste et leader dans le secteur. On a une quinzaine de collaborateurs qui sont tous issus des métiers de la communication. L'objectif étant de dire, alors moi je suis pour le coup issue des métiers du recrutement, mais l'idée c'est effectivement d'avoir une jonction de ces deux compétences et de ces deux perspectives pour effectivement répondre aux besoins de nos clients en leur disant on comprend votre métier et on est capable effectivement d'apporter une solution RH et une lecture qui soit bien précise parce que pour le coup c'est des métiers qui sont quand même très spécifiques et en pleine évolution, on en parlera probablement. Voilà. Ok, alors justement, on va le débat, c'est pas, on va pas refaire l'histoire du Covid. Juste, voilà, on sait que le Covid a généré beaucoup de situations compliquées à gérer pour les professionnels de l'événement. Aujourd'hui, et depuis une année, l'activité danse, beaucoup de recrutement, un déficit aussi de profils avérés l'année dernière avec des gens qui n'arrivaient pas à staffer suffisamment. On est toujours dans je pense que vous êtes tous d'accord pour dire qu'on est toujours aussi dans des périodes où globalement on recrute toujours. Ce qui m'intéresse, c'est de voir en termes de métiers, en quoi aujourd'hui on peut se re-questionner sur la définition même des métiers au sein de cette industrie, des nouveaux besoins parce que les clients aussi ont évolué. Et puis on va aussi aborder plus largement l'attractivité de la filière. Marie, peut-être déjà votre analyse sur cette évolution des métiers. J'ai l'impression que parce que la data maintenant, parce que la RSE, demain, effectivement, on en parlait là à l'instant, l'intelligence artificielle, le design, on redemande de l'expertise à des gens qui bien souvent déjà étaient j'aime pas ce terme de couteau suisse qui peut être un peu péjoratif, mais déjà un petit peu comme ça. Est-ce que vous ressentez, et vous, comment ça s'impacte dans votre métier de recruteur ? Alors, je pense qu'il y a deux biais de réflexion. Le premier étant que je pense qu'on fait plus seulement de la communication événementielle, on événementialise la communication. Tout à fait. Oui. Ça veut dire qu'on va aller chercher effectivement des expertises qui sont venues de métiers très différents qui vont aujourd'hui se parler. Je viens d'en parler tout à l'heure. Effectivement, on va penser à un professionnel de l'événement, on va parler médias et inversement. Et effectivement, on va être par des canaux de communication, d'expression qui vont être différents et qui font que naturellement, on va devoir faire évoluer aussi ses compétences ou en tout cas agréger d'autres experts qu'on avait peut-être effectivement pas auparavant. L'autre sujet, c'est qu'effectivement, vous l'abordez Laurence, les annonceurs commencent à faire évoluer leurs besoins, alors Covid ou pas, parce qu'effectivement le besoin d'attractivité est important et le message que l'on délivre avec l'impact ROI est quelque chose qu'on a besoin de mesurer, impact RSE, que sais-je, voilà. Et effectivement, on a besoin aussi pour répondre, le but de la filière quand même, c'est d'avoir des gens qui vont apporter de l'innovation, de l'expertise, un savoir-faire que
les annonceurs n'ont pas forcément en interne. Et ça va être effectivement d'allier des compétences pour répondre à un besoin sur un message qu'on va délivrer. Donc forcément tout ça fait qu'il y a une accélération des tendances, plus effectivement une modification, mais on y reviendra sur le plan RH des attentes des collaborateurs. Donc ça fait un espèce de melting pot de talents et de compétences qui se transforme énormément. Et on en parlait quand je vous avais interviewé il y a quelques mois pour ce Trendbook, aussi de la capacité d'aller faire un pas de côté pour aller chercher des profils qui, en dehors de notre univers, et avec un ADN, un regard qui peut être effectivement différent. Donc ça nous amène aussi à comment faire bien parler des métiers de l'événementiel. Il y a une foultitude de métiers qui ne sont pas forcément éclairés. Qu'est-ce qu'il faudrait aussi pour que, justement, faire savoir. Je crois que Fabrice Lunimev a fait, il y a quelques semaines, une campagne avec le Média Combini, justement pour... Notamment, avec pas mal de partenaires d'ailleurs. Voilà, pour faire connaître les métiers d'événementiel. C'était quoi cet objectif ? On se rapproche de l'attractivité. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Marie, parce que je trouve que c'est important, j'ai bien aimé. On événementialise la communication. Je suis en partie d'accord avec ça. Je pense que l'événementiel est beaucoup plus naturel que la communication. Et en fait, on fait savoir ce qu'on fait. C'est ça la nouveauté, en gros. Mais l'événementiel existe depuis la nuit des temps. Je ne vais pas revenir sur les foires, mais on a un simple anniversaire, c'est un événementiel. Maintenant, on le fait savoir, effectivement, qu'on fait l'anniversaire de son fils ou de sa fille. Ça, c'est un petit peu une grande... Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ça intéresse... Pas beaucoup plus que ça, mais... Ça intéresse très peu de du coup, personnes. on médiatise l'événement. Et du coup, on médiatise l'événement. Alors, j'ai pas trouvé l'inverse de événementialiser la communication, communise, bon bref. Ça, c'est un enjeu. Évidemment, on a un enjeu d'attractivité. L'Unimev, qui est quand même au sein de cette profession d'événementiel qui fait, grosso modo, 40 000 personnes quand même, un petit peu plus de 40 000 personnes, direct, hein. Je ne parle pas de l'hôtellerie ou des taxis, etc. Direct. L'Unimev est un petit peu le centre de l'attractivité et on se veut, grâce à toutes les autres associations et syndicats comme l'événement, comme Créalliance, comme le LEADS, qui ont rejoint l'Unimev ou qui vont rejoindre l'événement, si je vais me faire suicider à la fin de cette émission, être le centre de l'attractivité. Alors on passe effectivement des accords, on travaille sur le regard de notre métier pour faire connaître notre métier, parce que c'est important, et puis c'est compliqué aussi, parce que notre métier, c'est des menuisiers, des directeurs de stratégie, des designers, du son, de la vidéo. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on rejoint le média, on rejoint l'événement, on rejoint la communication, et ça, il faut qu'on le fasse savoir. Alors on fait pour ça des accords. On a un accord avec notamment l'APEC, on a aussi un accord avec Pôle emploi, vous parliez tout à l'heure de Combini, mais effectivement, pour décrire nos métiers... C'était sur l'aspect communication, sûr, pour aller parler aux jeunes, notamment. C'est ultra important d'aller parler aux jeunes de notre métier, de dire que ceux qui font, eux, naturellement, c'est aussi un métier. Voilà, et c'est ça qui est important. C'est exactement d'ailleurs ce biais-là et notre responsabilité, je crois, aujourd'hui. C'est qu'il y a moi, en tant que cabine de recrutement, il y a 8 ans, quand je suis arrivée, c'était très nouveau d'être approché par un cabinet de chasse de tête dans ces métiers-là. Et d'ailleurs, les clients étaient très de se dire, oh là là, un cabinet de recrutement, ça fait presque peur. Et les candidats nous disaient, mais je dois vous payer combien? Enfin, c'est-à-dire qu'ils comprenaient à peine la logique, et ce qui est normal. Aujourd'hui, on est face à des candidats, et c'est un des billets de la modification, c'est qu'on professionnalise énormément les métiers. Et effectivement, on est bien placé ici pour le savoir parce qu'on est dans un studio qui est dans une école qui incarne la professionnalisation de ces métiers, mais c'est encore plus le cas. C'est-à-dire qu'on arrive avec une génération maintenant de talents à qui on a parlé comme, entre guillemets, des étudiants d'une école de commerce. Et finalement, on diffuse ce discours de manière comme une carrière, en fait. Et maintenant, je pense que la responsabilité de la filière, elle est aussi de l'incarner par l'interne, d'avoir des services RH qui soient capables de gérer la formation, l'évolution en interne, la notion de management, par exemple. Aujourd'hui, on n'est pas manager parce qu'on est expert de notre métier. C'est une compétence d'être manager en soi. Et tout ça contribue aussi au fait de donner du sens et de la visibilité au RH dans nos entreprises.
Oui, parce que par exemple, Bertrand, on dit toujours que l'événementiel c'est un métier passion et que même c'est pas de fait, c'est de fait effectivement ça a été une réalité où on voulait faire de l'événementiel parce que voilà il y avait l'effet waouh, on était sur le terrain avec des clients différents à chaque fois, mais bon. On va être obligé d'évoquer effectivement cette crise Covid qui a un peu pété beaucoup de certitudes et notamment revu ces fameuses qualités de vie au travail, les exigences des uns et des autres, et se dire ok on fait un boulot passionnant, mais j'ai pas envie de travailler le week-end, j'ai pas envie de travailler le soir, ce qui quand on fait de l'événementiel pose problème. Comment vous en tant que patron, ou en tout cas responsable au cadre d'une agence et manager, comment vous pouvez apporter les réponses, travailler en termes de marque employeur pour dire, effectivement, tu devras travailler le week-end, tu devras de temps en temps faire une nocturne, mais en compensation, il y a ci, il y a ça. Ça se passe comment ? Ça se passe d'abord en étant lucide sur ce qu'on fait comme métier et pourquoi on le fait. Et si je dis ça, c'est pas juste un effet de manche, c'est parce que notre métier, il est au service de plein d'autres gens, plein d'autres entreprises, de plein d'associations, de fédérations, de filières professionnelles ou institutionnelles qui se posent des questions sur leur capacité de communiquer et d'engager des publics. Une fois que j'ai dit ça, j'ai défini à peu près ce à quoi servait l'événementiel de manière globale. Ça veut dire que notamment, il y a un sujet qui a toujours été fondamental et qui l'est de plus en plus, qui est le sujet de la communication interne. Et dans cette communication interne, j'ai un volet amont qui est l'attractivité et le recrutement. Cet fameux concept qui vient de plus en plus travaillé par les entreprises, qui est cette fameuse marque employeur. Comment est-ce que je donne envie à des jeunes talents avec plein de S et des T majuscules partout, et vers même plusieurs L, parce que maintenant on a le droit d'écrire comme on veut, donc des talents qui sont capables de pouvoir venir chez moi, vivre une vie personnelle et professionnelle équilibrée, épanouie chez moi, et avoir envie de progresser sur les deux composantes chez moi, peut-être même se marier chez moi, aller vivre ailleurs grâce à moi, enfin, c'est ça qu'on veut faire, et tous nos clients veulent faire ça, donc une partie de nos métiers est de les aider à faire ça. Et dans le même temps, on serait bien crétin de ne pas profiter de ce besoin qu'on a eu d'aller trouver des réponses pour les accompagner eux et pas se les approprier et se les traiter pour nous. Pour autant, on l'a pas fait. Et effectivement, il a fallu attendre le Covid pour qu'on s'aperçoive que, oh merde, nous aussi, ils veulent se barrer. Nous aussi, ils veulent aller travailler loin. Et nous aussi, ils considèrent que les analyses annuelles, là où on avait l'étude, où c'est le métier le plus à risque, où il y a le plus fort taux de burn-out ou de suicide, je sais plus, enfin les deux sont horribles, parce que c'est des métiers stressants. Ah ouais, merde, donc peut-être que je vais perdre mes collabs. Peut-être qu'il n'y en a plus assez, peut-être qu'en fait, il en faut d'autres. Peut-être qu'en plus, avec des John partout, il va falloir que j'embauche des experts de vérification de ChatGPT, des mecs qui font des prompts ChatGPT. Enfin, donc il me faut 5 ou 6 profils différents juste pour demander à une pseudo-intelligence, en tout cas très artificielle, de lire plus vite que moi le bottin, parce que c'est ça quand même l'histoire. Donc à un moment donné, il va falloir plein de data analyst scientists. Qui y sont, où est-ce que je les trouve, comment je les forme et comment je fais en sorte d'être sûr qu'ils vont vouloir rester ça. Et comment ils vont venir, parce qu'il faut les rémunérer. Donc tout ça, effectivement, on découvre. Et c'est génial de le découvrir parce qu'il faut qu'on trouve maintenant des réponses et que forcément, qu'on soit, alors là pour le coup, c'est pas parce qu'on est 300 ou parce qu'on est 2, la question est la même, parce que 2 personnes dans une boîte de 2 personnes, en faire venir une, c'est tout aussi important que dans une boîte de 300 d'en faire venir 30. La proportion est à peu près la même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est fondamental et c'est pas les faire venir. Parce que les faire venir, il peut y avoir des arguments qui sont pas forcément les bons, qui sont à combien et avec quel titre, parce que ça marche encore ça. Tu vas être directeur de quelque chose à tel montant, je peux te garder pendant 12 à 24 mois sans trop me poser de questions. En revanche, qu'est-ce que j'aurais fait pendant ces 12 à 24 mois? Qu'est-ce que tu m'auras apporté? Qu'est-ce que je t'ai rapporté? Est-ce qu'on a écrit une histoire? Parce que l'événementialisation de la communication, j'aime bien. En plus, j'en ai été un des fondateurs à l'époque qu'on peut plus citer aujourd'hui. Mais dans la foulée, j'avais aussi inventé un autre mot qui était le story living. Et faire vivre des histoires. Et c'est quand même ça, toujours notre métier. Et les faire vivre, ça commence par l'interne, c'est-à-dire qu'il faut aussi que les raconteurs d'histoire ou les concepteurs d'histoire aient envie de les vivre. Donc embarquer nos salariés, c'est de l'attractivité, c'est de l'offre. Et donc dans un groupe comme le mien, puisque c'était votre question de départ, et je vais y répondre, c'est qu'est-ce qu'on fait? On fait comme tout le monde, on essaye d'anticiper la nature des besoins.
On essaye de trouver des gens qui pourront les remplir à court, moyen ou long terme, donc des juniors, des seniors et des seniors confirmés. On garde des gens de mon âge parce qu'à un moment donné, il faut être capable d'investir, d'abord parce qu'il va falloir qu'ils nous fassent travailler un peu plus tard et qu'ils profitent un petit peu de notre expérience, et qu'en plus, il y aura sans doute des aides pour les entreprises, sur les gens qui ont plus de 55 ans. Mais donc, tout ça, c'est quelque chose qui est important. Il va falloir les former tout au long de la vie. Et là, c'est une casquette que j'ai aussi beaucoup portée, casquette de l'éducation et de la formation. Il y a tous ces outils-là, ils sont en place aujourd'hui. On a des écoles plein, on en a eu créé. Mais est-ce qu'elles sont bien, est-ce qu'elles sont bien justement au fait de ces nouvelles réalités J'en arrive à ça, Laurence. Encore une fois, j'ai l'impression que beaucoup de professionnels. Je pense qu'il y a une question fondamentale, et vraiment je finis là-dessus, mais c'est à aujourd'hui se poser des questions séparées, c'est ne jamais trouver de réponse. C'est-à-dire se dire l'emploi, de quoi j'ai besoin, comment je les sers, la formation, qu'est-ce qu'il faut former pour quand. Non, en fait, tout ça, c'est plus le problème. Aujourd'hui, on vit dans un univers naturellement accéléré par le Covid, mais ce qu'on appelle les slashers, c'est-à-dire des gens qui veulent vivre des aventures, des projets, quelquefois contradictoires. Il faut assumer le fait qu'on est tous des gens un peu contradictoires, voire schizophrènes. Donc on veut gagner de l'argent, mais pas être engagé. On veut que ce soit utile, mais en même temps, t'as raison d'être, c'est à toi de te la trouver, et propose-la moi, et moi, collaborateur, je verrai si ça me va, mais me demande pas trop d'efforts, moi, sur mon engagement. Voilà, c'est tout ce paradoxe-là. C'est à l'entreprise de les prendre si elle veut avoir des gens qui sont attirés par elle. Donc il faut travailler en projet. Ça pose la question du contrat. Marie le disait. Est-ce qu'aujourd'hui, cette notion de contrat, CDD, CDI, intermittent, machin, est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'on n'est pas sur des contrats de mission, des contrats d'objectifs qui associent sans intrusion et en maîtrisant ces datas, la vie privée, la vie publique et la vie professionnelle. Enfin, tout cet équilibre-là fait que la solution et la réponse qu'on décide de travailler, je ne dis pas qu'on a la solution chez WMH, c'est de marier développement économique et développement en responsabilité sociale et sociétale. J'espère que dans quelques semaines ou mois, je pourrai vous présenter les travaux qu'on commence à faire avec nos collaborateurs et nos clients sur qu'est-ce que c'est. Alors, une raison d'être, mais ça, ce mot-là, il est un peu galvaudé, mais qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise, une ETI de 300 personnes, 400 personnes, de 150, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires? Qu'est-ce que ça veut dire comme engagement sociétal collectif avec ses collaborateurs, contributeurs, quels qu'ils soient salariés ou pas, ces écosystèmes de clients, de fournisseurs? Qu'est-ce que ça construit de positif pour la société au-delà de l'expression simple de son métier? Au-delà, ça ne veut pas dire à la différence, ça veut dire en complément d'eux. Et ça, c'est la vraie réponse qu'on travaille tous les jours pour nos clients, de plus en plus. Il suffit juste qu'on se pose la question de se l'appliquer à nous-mêmes, et tout ça va bien se passer. Et je corrobore ce que dit Bertrand, pardon, il y a deux notions là-dessus, c'est aussi d'amener les collaborateurs à se penser centre de profit et non pas centre de coût. Ce qui ne veut pas dire que nécessairement ce ne sont que les fonctions commerciales qui vont être apporteuses de business, mais simplement de dire comment dans mon écosystème je peux être apporteur de valeur au sens global. Et ensuite il y a la notion de plaisir rentable. Et à un moment donné, je crois que c'est pas faux que de l'amener sur la table, de dire il faut que nos entreprises soient rentables parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir investir pour apporter une qualité de vie au travail et d'avoir le temps et l'énergie et l'argent. Bertrand le disait en préambule tout à l'heure dans le débat, quand on a un peu de sous, on fait quand même des choses un peu chouettes. Et donc, c'est aussi l'idée de dire, on n'est pas que des pilotes méchants et qui pensent qu'effectivement qu'à la rentabilité de nos entreprises, parce qu'elle peut être mise largement à profit de l'évolution de nos talents et ils peuvent aussi y contribuer. Mais il faut aussi se mouiller dans son entreprise pour être capable d'être porte-parole de cela. Et pas seulement quand il y a des revendications, mais aussi des pensées positives qui font aller de l'avant et sur lesquelles on prend le débat à bras-le-corps pour faire avancer les choses. Bien, dans les startups et les scale-up, les fonctions opérationnelles, maintenant, on les appelle les RevOps. On parle du principe que chaque opérationnel est porteur du revenu, en tout cas une responsabilité dans la manière dont on va créer du revenu, et c'est pas les sales et le marketing qui apportent tout le business et puis les autres ils produisent. Oui, mais alors, on n'est plus dans cette vision supply. Est-ce que ça ne nous amène pas à un modèle du freelancing finalement? Est-ce que toi, vous parliez de travailler en mode projet, est-ce que finalement on ne va pas aller chercher un tel, parce qu'on sait qu'on a besoin de cette expertise-là pour chaque OP, c'est pas évident de lier. C'est le sujet de l'engagement, en fait. Et je pense que tout est dans le sujet de l'engagement, et l'engagement est de plus en plus court. Il est très engageant, mais de plus en plus court. Dans le groupe Baigalis, c'est 110 personnes, 110 CDI. Je crois que le système du contrat chez nous n'est plus un sujet. C'est les gens qui veulent plus de CDI aujourd'hui, parce qu'ils veulent plus s'engager. C'est exactement ça. Et je suis tout à fait d'accord. On est en train de faire un résumé. Ce n'est plus la vente qui est le centre de profit, c'est tout le monde. Et d'ailleurs, nous-mêmes,
nous-mêmes, chefs d'entreprise, on a divisé nos tableaux de bord en rentabilité, en fees, qui sont par métier, et presque jusqu'à l'hôtesse d'accueil. Et l'engagement, c'est ce qui a changé. D'ailleurs, pendant la Covid, les entreprises ne sont plus engagées puisqu'elles n'ont plus, comme dit Bertrand très justement, on a eu un moment l'État qui était le premier employeur de l'événementiel. On a rendu tous nos... Et depuis, l'engagement a changé. Par contre, la loi n'a pas changé. C'est peut-être là-dessus qu'il va falloir qu'on travaille parce que pour l'inspection du travail, pour l'URSSAF, quelqu'un qui est en freelance et qui travaille pour vous, c'est un travailleur dissimulé. Or, c'est plus l'entreprise qui ne veut plus de la personne, c'est le collaborateur qui ne veut plus s'engager sur du long terme avec une entreprise. Alors, c'est pas le cas de partout, il faut pas non plus... Puis la tendance va se réverser un peu, mais c'est ça la tendance, c'est celle de l'engagement. J'aime bien ce terme-là. Sachant qu'en fait, tout ça, c'est quand même une vue d'esprit. Alors on dit le contrat, il est signé ou pas signé, il se dénonce. Mais aujourd'hui, pareil, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que c'est de la rupture conventionnelle qui est mise en place à chaque fois, qui n'était pas du tout créée pour ça à l'origine. Oui. Mais aujourd'hui, c'est une espèce d'aberration. Donc il faut travailler avec l'État, les pouvoirs publics, les syndicats, très vite. Mais ça dépasse l'événementiel. Mais il faut revoir cette appréhension et cette conception du contrat de travail parce que le produit, aujourd'hui, ça doit être, si ce n'est 100%, c'est 99% de rupture conventionnelle, qui sont pour autant de cas de je veux partir vivre ailleurs, je veux faire un autre métier, parce que je ne peux pas te proposer, en fait, juste simplement dans mon entreprise, avec un contrat de travail, de juste évoluer en fonction d'une mission, en fonction d'un projet, je te change de job, je te propose une autre rémunération pour un autre type d'engagement. Ça n'est pas possible aujourd'hui dans le droit du travail, parce qu'il y a un contrat initial que je peux pas baisser une rémunération, à part changer le temps de travail, enfin, ça n'a aucune souplesse. Et notre métier, pourquoi est-ce qu'il est particulièrement ciblé ? C'est parce qu'il est particulièrement en nécessité d'agilité. Ouais, donc on est forcément plus exposé. Aussi, changement permanent. Il y a des réflexions qui sont menées au niveau de l'hôtellerie, je crois, pour pour l'instant, la réflexion, c'est sur la retraite et les avantages des retraites. On est quand même loin encore de cette réflexion du monde du travail de demain. Mais vous avez raison, Thierry Marx, qui est quand même pas des moindres, disait il n'y a pas très, très longtemps sur France Info, enfin pendant la Covid, que le restaurateur qui n'a pas compris qu'il faut qu'il ferme 2 week-ends par mois pour pouvoir avoir des vrais cuisiniers dans sa cuisine pourra faire faillite à la sortie. Et il a raison. Il a tout à fait raison. Et quand c'est Thierry Marx qui a eu toute l'expérience à travailler des heures et des heures et des heures qui dit ça. Oui, et puis il a un véritable engagement sur ces problématiques. Qui s'est peut-être mis au golf pour aller le week-end aussi faire d'autres choses. Mais, alors, sur ce sujet-là, c'est intéressant. C'est vrai que nos collaborateurs ont moins envie d'aller travailler le week-end, etc. Bon, franchement, on dit les jeunes ont envie d'y retourner. Mais nos clients n'ont pas envie d'accueillir le vendredi soir, etc. Donc, en fait, tout ça est en train de s'équilibrer aussi. C'est pas non plus... Il y a le sujet aussi rémunération. On n'est pas suffisamment payé. Non, c'est pas dans notre secteur. Je veux dire, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui et pas dans notre secteur. Oui, il y a une vraie reconsidération. Enfin, je veux dire, et là, pour le coup, il y a une vraie responsabilité de la part de la filière. Certes, il y a une inflation qu'il faut accompagner parce qu'il faut revoir ses grilles de salaire, etc. En revanche, il ne faut pas en être acteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus démonter le modèle économique des agences qui, à un moment donné, en termes de masse salariale, vont y complètement asphyxier. On n'est pas la restauration. Enfin, je vais pas jeter la pierre sur la restauration. Non, pour le coup, ouais. Il y a une vraie remise en question, un vrai, pour le coup, axe de pensée un peu global. Juste pour revenir, je pense qu'il ne faut pas mettre de façon antithétique passion et professionnalisation. On peut retrouver de la passion en devenant professionnel du métier. Et en fait, il y a un moment donné, on n'est plus, entre guillemets, les saltimbanques d'il y a 20 ans où on recrutait le cousin du frère de Paul parce qu'il était quand même vachement sympa. C'est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, on amène des rails, un cadre, et c'est pas parce qu'il y a un cadre qu'on en est moins créatif. Moi, je suis d'accord là-dessus, dans le sens où il ne faut pas oublier les fondamentaux. C'est toujours des métiers où on apprend beaucoup par le terrain. Et la passion est primordiale, mais ça suffit pas. Et donc c'est vrai qu'on a compté trop longtemps sur ça, en disant tu vas apprendre sur le terrain, j'ai pas besoin de te former, tu vas aller voir Paul Jacques qui fait ça depuis 10-15 ans dans ma boîte, puis tu finiras par être un expert de tel métier dans l'événementiel. Et puis tu deviendras couteau suisse, parce que comme tu vas travailler sur 20, 30, 50, 150 événements, tu finiras par le devenir. Et en fait, on professionnalise tout ça. Et on professionnalise aussi en faisant venir des compétences des autres filières. Quand on dit effectivement la com, l'événementiel, mais aussi chez nous c'est du développeur informatique. Le développeur informatique, il vient pas de l'événementiel. Pour autant, l'event tech, ça commence à être très très important. Et il y a des mouvements importants. Là, je vous parle de Cvent qui est racheté par Blackstone. C'est des milliards, c'est pas des petits moves, quoi. Et donc ça veut dire que le cross filière
apporte beaucoup parce que les gens qu'on fait venir dans nos filières arrivent avec des backgrounds. Ils ont été formés d'une manière, ils ont appris le management d'une autre manière. Et donc, forcément, ça vient nourrir et quelque part régénérer notre propre... Et on commence à avoir de l'expert de la data ou du digital qui commence à se prêter sur d'autres métiers. C'est-à-dire qu'en fait, parce que moi, je suis aussi parfaitement contre ce mot de couteau suisse, il n'existe pas, en fait, dans le métier, parce que c'est trop dangereux d'être... C'était faussement un couteau suisse, en fait. C'était un mec qui avait 2 lames dans son truc, mais il en avait 2 ou 3. Aujourd'hui, on a des multispécialistes, en fait. C'est-à-dire c'est des gens qui construisent des vraies expertises, avec sans doute un besoin de la part des entreprises de leur donner aussi accès à de la formation pour être des vrais experts, mais tout au long de la vie professionnelle, dans une entreprise ou dans plusieurs, ils auront des multispécialités qui commencent à se construire. Et en fait, les meilleurs dans notre profession, c'est ceux qui sont ça, des multispécialistes. J'ai fait beaucoup à un moment donné de data scientist, j'ai à un moment donné appris et compris le storytelling, j'ai vu comment se montait à un moment donné un réseau physique de design d'espace. Bon, à partir de là, je peux être un vrai contributeur d'originalité et de nouveauté dans ce métier. Donc c'est ça qu'il faut continuer à proposer aussi à des jeunes et des moins jeunes, parce qu'encore une fois, on parle pas que de faculté chez les mômes. Il y a pas un sujet aussi de middle management. Forcément, fondamentalement. Ça, il y a un sujet. Mais pour rebondir sur ce que vous me disiez, l'UNIMEV, c'était un succès, a fait un pacte avec ISEFAC, qui est un CFA. On est à plus de 1000 élèves déjà. Donc c'est quand même une vraie attractivité, là, 1000 élèves avec un seul partenariat. Et on est en train de créer, pour dire pour rebondir là-dessus, avec l'UTEC de Seine-et-Marne, une formation à Bac+3, en prenant des gens qui viennent du tourisme, de la communication, de l'informatique, et en faisant en une année une formation spécifique en apprentissage à l'événementiel. C'est-à-dire, en fait, on capte tous ces savoir-faire externes qui sont très spécialisés, qui ne sont pas des couteaux suisses, et on leur met juste, effectivement, une croix blanche sur la tête pendant 1 an. Et ce qui en fera des spécialistes de l'événementiel, où on mettra la technologie au service de l'événementiel. Et j'ajoute un point là-dessus aussi pour corroborer ce que vous dites, mais je pense qu'il y a une strate qu'on considère plus aujourd'hui, enfin, en tout cas pas suffisamment dans nos métiers, c'est le niveau du manager ou du middle manager. Tu en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le manager est manager dans les filières, je fais grossièrement, mais parce qu'il était expert, justement. Et aujourd'hui, on n'est pas forcément bon manager quand on est un bon expert. Et d'ailleurs, certains cabinets de recrutement, que je ne citerai pas anglo-saxons, ont ça de super d'avoir effectivement dissocié les deux. Et je pense que, tu le disais tout à l'heure, il faut aller chercher des gens qui ont eu l'habitude de piloter, entre guillemets, des gens qui sont meilleurs qu'eux en termes d'expertise. Parce que le management, l'engagement des collaborateurs, la visibilité qu'on va leur donner, le fait qu'on soit disponible pour les écouter, pour les accompagner, pour les driver, parce qu'en fait, nos collaborateurs, ils ont besoin d'autonomie, mais en fait, de cadrage énormément. Et le fait de manager, c'est pas quelque chose d'instinctif, c'est une vraie expertise. Et je pense que à l'expertise, il faut rajouter ce cadrage, cet encadrement, ce pilotage, cette vision managériale qu'aujourd'hui, peut-être qu'elle est encore un petit peu novice dans la filière événementielle. Moi, je pense qu'elle est même encore plus importante que le fameux cadre légal. Le cadrage dont on parle là, c'est une évolution des pratiques managériales. Peut-être qu'on n'était pas des super managers en vrai dans l'événementiel parce que ça se faisait un peu, on l'apprenait le management parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'être en mode projet, on a l'habitude d'avoir des jeunes, des moins jeunes, et donc les gens qui ont une certaine intelligence relationnelle finissaient par développer des capacités de manager. On n'apprend pas le management comme ça chez L'Oréal. Pour autant, faire venir des gens de chez L'Oréal maintenant dans nos filières événementielles, c'est possible. Ça a du sens. Et donc forcément, ils ont des aspirations et un background qui est différent et qui a beaucoup à apporter à notre filière. Et nous, plus on est conscient de ça, plus on va former, comme ça peut se faire peut-être depuis des années dans d'autres filières, mais ça sera quand même assez nouveau, et puis on va les former avec une manière de le faire qui est un peu plus propre à notre industrie. C'est ça qui est intéressant, et je pense que ça va encore beaucoup bouger, ce fameux cadrage et la manière dont tu fais du management dans nos entreprises. Et ça n'enlève pas des libertés, au contraire, je pense que ça les accélère. Ouais, absolument. On arrive à la fin de notre émission. Le sujet attractivité, on va avoir un focus effectivement formidable au travers des événements sportifs qui vont animer les prochains mois et voire années. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a à imaginer d'autres formats pour mettre un éclairage supplémentaire sur cette filière,
voilà, l'highlighter dans sa globalité. On a parlé de ce que ça a apporté d'un point de vue économique, mais qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place parce que je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que c'est une filière attractive. Il y a peut-être une problématique de compétences et d'affinage, c'est ce qu'on vient d'évoquer, mais voilà, se faire beau, se dire allez, on va prendre la parole après des années, effectivement les années Covid où on a été à l'arrêt. Je pense que les années Covid, tout le monde les a traversées, que ce soit la filière événementielle, les annonceurs. Ça a été un impact extrêmement turbulent, mais je veux dire, un secteur quasiment à l'arrêt, bien sûr, voire à l'arrêt pendant des mois. Aujourd'hui, quand on voit aussi le boulot qui a été fait par la filière pour redémarrer, enfin, je veux dire, ça a été extraordinaire. Et justement, peut-être, si on le pense un peu positivement et tourné vers l'avenir, c'est peut-être sur ce redémarrage et la manière dont les talents se sont adaptés, les entreprises se sont adaptées, sont allées chercher d'autres types de partenariats. On a vu émerger effectivement beaucoup d'innovations. Justement, c'est cette accélération-là sur laquelle on peut surfer et qui est, selon moi, le vrai éclairage, en fait. Ou un narratif qui est commun aussi. Parce qu'il y a peut-être... Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup, finalement, d'expertise et des métiers qui sont différents, l'expertise de l'agence, l'expertise du monde des salons, des foires, le volet hospitality, est-ce que c'est peut-être aussi le côté protéiforme de notre filière qui bloque à ce qu'on ait un récit commun? Alors, la vraie question que ça m'amène à moi, c'est est-ce qu'il y a besoin définitivement et structurellement à chaque fois de raisonner filière. C'est quelqu'un qui a un peu travaillé pour la filière qui vous parle, donc bien sûr que j'ai envie de répondre oui, c'est fondamental pour la filière d'exister, mais pas que. Enfin, à un moment donné, il faut aussi savoir laisser à sa place le travail du collaboratif, collectif de filière. Je parle pas du collaboratif dans la vie, mais ça a un rôle, ça joue dans des périodes de développement ou de difficulté parce que ça soude, ça pose, ça permet de défendre, ça permet de vendre. À un moment donné, là, on arrive aussi avec un mot qui s'appelle attractivité et un corollaire qui s'appelle engagement, qui sont deux mots qui nécessitent d'aller proposer des choses personnelles. On est dans du contrat en one-to-one, à chaque fois, même si c'est pour des centaines ou des milliers de personnes, quand on parle de société, c'est quand même ça dont on parle. C'est je travaille avec toi sur un projet qu'on va établir ensemble, avec lequel on va se mettre des marqueurs, sur lequel tu vas prendre des responsabilités, sur lequel je vais t'accompagner, te former, et on va mettre un New Deal en place entre nous. Et ce New Deal-là, il n'est pas traitable pour une filière aussi protéiforme que la nôtre. Donc à chacun aussi, au niveau de sa structure, de ses équipes, de ses managements intermédiaires, que de dire notre stratégie. WMH décide aujourd'hui d'investir un certain nombre de nouveaux métiers. C'est pas pour autant qu'on va dire à toute la filière, vous devez tous prendre ces 4 ou 5 nouveaux métiers. Et donc nous, on va aller chercher des architectes parce que on commence à penser spatial design, on commence à penser bien sûr aménagement de stand, bien sûr aménagement de showroom, mais pourquoi pas aussi reconception d'espaces retail en centre-ville, enfin des choses qui sont des questionnements fondamentaux. Bon, on décide d'aller vers ce genre de choses, c'est notre choix, c'est notre investissement. On va aller chercher des profils qui sont cohérents. Si après un architecte, designer d'espace nous est aussi utile pour faire un stand, voire même c'est travailler sur de la scénographie, tant mieux, parce qu'il aura un choix de pouvoir passer dans un autre métier. Mais à chacun de construire son histoire, et donc à chacune de nos entreprises, à chacun des entrepreneurs, de se penser attractif, de se faire attractif, de se créer de la désirabilité. Et puis, s'ils n'ont pas d'idée pour le faire, je les engage à appeler de bonnes agences pour les conseiller, parce qu'il y a quelques ressources, soit pour recruter, soit pour raconter des histoires, soit pour mesurer leur impact, soit pour concevoir l'espace qui va autour. On sera concurrent un petit peu là-dessus. Mais donc voilà, c'est à un moment donné, pensons que les filières ont leur place, mais à force de raisonner que filière, on raisonne que institution. Et quand on raisonne l'institution, on n'avance pas. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On parlait du sujet de la contractualité, donc des retraites, des choses comme ça. Dès lors qu'on commence à être dans le structurel, qui réfléchit à du structurel, en général, le projet humain, il passe un peu à la trappe. Et donc, on a des gens dans la rue qui ne sont pas compris et des institutions qui ne peuvent pas avancer. C'est pas le meilleur moyen pour créer de l'envie et de la désirabilité. Donc, pensons chacun aussi dans notre petite cour de manière pour construire un paysage commun. Je pense qu'on a un projet commun parce que le sujet de la filière, c'est toujours compliqué, même en statistique, parce que quand on a des rendez-vous comme ça, on dit est-ce que c'est les professionnels du marché d'événementiel, est-ce que c'est le secteur d'événementiel, est-ce que c'est la filière événementielle? C'est beaucoup plus difficile que si on dit la filière agroalimentaire.
alimentaire. Bon, voilà, on a des vaches, on va le transformer, à la fin ça fait un steak et c'est distribué chez Picard. On a cette vision de filière. Effectivement, nous on est prestataires de plein d'industries. Donc c'est compliqué de faire la différence entre le marché, le secteur et la filière. Pour autant, je trouve que quand on est professionnel de l'événementiel, on appartient quand même à une famille de professionnels qui devraient avoir une mission. On parle de narratif de notre secteur ou notre marché ou notre industrie, et on pourrait avoir un narratif commun qu'on pourrait mettre en avant à l'occasion de cette fantastique opportunité qui sont déjà la Coupe du Monde de rugby et ensuite les JO, mais c'est quel impact on a sur le monde. C'est-à-dire que c'est quand même l'engagement, oui, on a des engagements de nos collaborateurs, mais pourquoi les personnes et les entreprises font des événements ? Ils veulent marquer. Et ils veulent marquer de plus en plus pour avoir de l'impact. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, elles veulent pas faire des événements pour faire des événements. Je pense qu'on veut marquer un moment, on veut même marquer une époque pour certains, on veut marquer son histoire. La génération a envie d'imprimer sa manière de voir le monde et elle va emmener le monde là où elle veut l'emmener. Et je pense qu'aujourd'hui, le sujet on est un groupe qui est capable de démultiplier l'impact de nos clients, c'est quand même fantastique. Moi, je travaillais pour une boîte de 50 personnes qui avait jusqu'à 500 prestataires pendant l'événement et qui réunissait 50 000 personnes. Et c'est cet effet démultiplicateur qui est aussi porteur de cet impact. Sinon, on n'en aurait pas beaucoup. Mot de la fin pour Fabrice et Marie. J'ai ce que vous avez dit, mais John, je suis d'accord. Le narratif ne peut servir que la filière et la filière ne peut que donner le narratif. Et après, chaque entreprise est polyforme. Je suis tout à fait d'accord avec des particularités. Mais à l'intérieur de cette grande famille qu'il faut définir, parce que c'est parce qu'on ne l'a pas définie qu'on ne veut pas en parler. La filière agroalimentaire, elle est aussi multiple que nous, parce que vous avez le vétérinaire, vous avez la vache, vous avez celui qui nourrit, celui qui fait le blé, enfin, etc., le transporteur, comme nous, qui transporte des fois et des stands, des événements et des vaches, c'est parfois les mêmes, surtout à l'agriculture. Et c'est parce qu'on ne veut pas cadrer la filière, on ne veut pas la dessiner, chacun voulant rester dans son coin, qu'on dit on ne va pas pouvoir le faire. Eh bien non, il faut le faire et créer le narratif pour l'ensemble de la filière. Marie ? Oui, je pense que, pour terminer, je pense que cette notion de... C'est pas grave de dire « je » et de dire « j'ai une identité, je suis fière de représenter mon agence et j'aimerais que tu viennes bosser chez moi ». Et ça, je pense que c'est pas grave de le dire parce que, au contraire, il faut retrouver cette fierté globale et cette... Bertrand parlait de raison d'être un peu galvaudée, je suis d'accord. Je vais paraphraser, ce sera peut-être le mot de la fin, quelqu'un que j'aime beaucoup qui a dit un jour la réputation RH de notre filière, c'est souvent et beaucoup trop longtemps basé sur le fait que c'était cool de faire de l'événement. Ça ne suffit plus aujourd'hui. Non, ça ne l'est pas. C'est clair. Et ça ne l'est pas. Ça ne l'a jamais été. Merci à toutes et à tous. Merci à nos partenaires. Merci effectivement à l'ISCPA et ses studios, à Frédéric, à Lionel qui nous a accompagnés. Je voudrais aussi remercier les équipes de Maïvat Network Meeting, Arthur, Nisrine, Hubert, Benoît. Et je vous rappelle que le cahier de tendance paraît aujourd'hui, le Trendbook 2023. N'hésitez pas à le commander sur nos sites internet respectifs. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était une première et je vous donne rendez-vous pour un Trend Live très très prochainement. En tout cas, j'étais ravie d'avoir ces échanges très riches avec vous. Honoré d'être sur la première. Voilà. Et merci pour ces initiatives qui rassemblent du coup. Donc, une filière. Absolument. Exactement. Et puis, pour ceux qui auront raté le rendez-vous, un replay, évidemment, vous verra tout ça sur vos boîtes mail. Merci à tous. Ciao, ciao. À bientôt. Bye bye. Au revoir.